L'âme n'existe pas. Pourquoi peut-on dire que l'âme n'existe pas? Il faut comprendre une chose et s'entendre sur le langage. En fait, quand il y a des problèmes de malentendus et d'incompréhension, c'est qu'on utilise des mots et que derrière, on a une signification qui nous est propre et que quelqu'un d'autre en face va utiliser le même mot avec une signification qui lui est propre et les significations n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et souvent, on parle du même mot, on utilise le même mot, on croit se comprendre, mais en fait, l'un et l'autre, on pense à des choses totalement différentes en utilisant le même mot. Avec le mot âme, c'est pareil. Il y a un phénomène aujourd'hui qui commence à se révéler grâce à la psychologie évolutionnaire, notamment de PDM, de Robindo, bien sûr, qui a précédé, et de nombreux autres qui commencent à comprendre la problématique de la compréhension autour de l'âme. Ce qui se passe concrètement aujourd'hui, c'est que l'on comprend que l'âme n'existe pas. Ça peut être choquant pour beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens pensent que l'âme survit à la mort. Or, l'âme précède la vie matérielle, donc elle n'a pas à survivre à la mort de toute façon. Voilà ce qui se passe. C'est que on appelle âme, dans le jargon ésotérique, spiritualiste, populaire et général en ce moment, actuellement, voilà comment on définit l'âme. On dit l'âme divine, voilà. On simplifie les choses en disant l'âme divine. Il faut vraiment réaffiner cette compréhension de manière à faire un distinguo. C'est la mémoire. L'âme est moire, c'est-à-dire l'âme est un miroir en fait. C'est un miroir réflexif. Et la mémoire, c'est l'âme. Et l'âme, c'est la mémoire. Bon, maintenant pour préciser la chose, il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de l'âme, on dit l'âme divine et on dit c'est une partie de Dieu. Là aussi sur Dieu, on pourrait s'étendre évidemment, mais bon, il y a de l'instruction là-dessus quand on écoute BDM, bien entendu. Il faut vraiment développer là-dessus. Par contre, on peut rester quand même un petit peu sur le fait que beaucoup de gens pensent que nous avons une âme divine. C'est un fait. Beaucoup de gens pensent que nous avons une âme divine. Ça, c'est un fait. Ce qui ne veut pas dire que l'âme existe et qu'elle est divine. Ça, c'est pas forcément un fait. Par contre, beaucoup de gens pensent que l'âme est divine. Et ils l'appellent l'âme divine. La particule, une partie de Dieu, quoi. Donc, on est sur cette signification du mot âme aujourd'hui. Donc, quand vous entendez dans des vidéos de développement personnel ou de compréhension des choses de l'esprit, de la psyché, du quantum, enfin de la physique quantique et tout ça, on parle toujours du mot âme. Bon, c'est très bien parce que on y explique des choses et puis c'est nécessaire de comprendre ces choses-là. Seulement, quand on utilise le mot âme dans ces contextes-là, on veut parler effectivement d'une partie de l'esprit originel, de la conscience originelle. Maintenant, l'âme et l'esprit ne sont pas la même chose. L'âme et l'esprit ne sont pas la même chose. Et ont une grosse différence. C'est-à-dire que l'esprit précède l'âme, et non pas le contraire. Alors, on parle d'esprit avec un E majuscule, bien sûr, on ne parle pas de l'esprit humain cérébral, qui suit l'âme, c'est-à-dire que l'âme produit l'esprit cérébral, parce que l'âme est cette partie de l'esprit avec un grand E qui sert d'intermédiaire à la production matérielle. Pour le moment, en tout cas, c'est comme ça. D'une certaine manière. Bon, même si ce que je dis est un peu faux, c'est un peu vrai aussi parce que l'esprit avec un grand E se sert, je vais dire l'esprit humain quand il s'agit de l'esprit cérébral, et je vais dire l'esprit quand il s'agit de l'esprit avec un grand E, ça va simplifier les choses. Donc l'esprit se sert du monde des âmes, c'est-à-dire de ce qui s'appelle le subatomique, de la partie subatomique de l'atome, la partie extérieure de l'atome, c'est-à-dire l'atome étant comme une espèce de bulle, on va dire. La partie extérieure de la bulle de l'atome, c'est la matière. La partie qui est de l'autre côté de cette membrane extérieure, c'est le monde subatomique, c'est le monde de la fréquence des âmes. Voilà. C'est la fréquence de la mémoire. C'est ici, dans le subatomique, qu'est stockée la mémoire de l'humanité.
Et donc, toutes les histoires qu'ont vécues les humains, au niveau des incarnations de l'esprit, sont stockées sous forme d'identifications différentielles qui représentent et qui sont appelées aujourd'hui les âmes. C'est-à-dire que c'est comme une bibliothèque d'histoire dans laquelle sont référencés les vécus des hommes qui ont traversé l'histoire humaine. Voilà. Donc c'est vraiment on appelle ça aussi l'akasha. C'est le domaine de l'akasha, donc le domaine de la mémoire collective, où se trouvent identifiés des vécus individuels de tous les humains qui ont vécu sur Terre. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle l'âme aujourd'hui. Aujourd'hui on appelle l'âme, là on peut peut-être se rejoindre un petit peu et comprendre que là quelque part l'âme est cette partie individuelle qui va survivre dans le monde subatomique, donc de la mémoire akashique, mais c'est sous forme de mémoire. Alors c'est des mémoires qui conservent une certaine identité ou une certaine conscience d'elle-même. C'est pour ça que c'est un peu piégeux et qu'on pourrait croire qu'il y a une survie d'une vraie conscience. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment affiner la compréhension de cette chose-là. Dans ce monde subatomique de la mémoire akashique, il y a effectivement une conservation individuelle des vécus des humains, et cette conservation individuelle, elle est encore vivante. C'est une fréquence qui est encore vivante et qui peut se manifester derrière la membrane atomique et qui va pouvoir interagir avec les humains. C'est pour ça que c'est piégeux, parce que les humains qui vont être médiums par exemple vont aller piéger dans le monde akashique, c'est un lapsus, vont aller piocher dans le monde akashique des mémoires et vont être en contact avec des mémoires qui croient être vivantes, qui le sont en partie, puisque c'est quand même des fréquences vibratoires, c'est toujours de la vie, mais c'est ici ce qu'on pourrait dire des mémoires temporaires, qui sont éphémères, et qui sont appelées un jour à disparaître. Et elles sont appelées à disparaître, plus les humains incarnés vont faire un avec l'esprit qui est à l'origine de l'âme et à l'origine de la matière, et moins l'intermédiaire, le transit du monde des âmes va être nécessaire. Le monde des âmes qui se croit, c'est comme l'ego, tel qu'on le conçoit aujourd'hui chez les terrestres, le monde des âmes se croit vivant et pérenne. Bon, c'est assez particulier, voilà. Bon, il faudrait rentrer dans des détails. Les âmes, c'est des cursus universitaires. C'est-à-dire, on suit une année des matières, une autre année des matières, une autre année des matières, une autre année des matières. C'est-à-dire que chaque année, on va s'incarner pour aller en apprendre davantage. Voilà. Mais quand on aura fini tous les cursus universitaires, toutes les années universitaires, on aura le diplôme. Ça s'appelle la fusion entre l'homme et l'esprit, le diplôme. Et ça veut dire que c'est terminé. C'est la fin de la roue karmique. Voilà, en quelque sorte. Et à ce moment-là, plus il y aura d'humains qui fusionneront directement avec l'esprit sans avoir besoin du transit de l'âme, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à se débarrasser de leur mémoire akashique, de leur mémoire de l'âme, c'est-à-dire de leur mémoire, disons, individuelle. Moi, je ne suis pas convaincue qu'on ait une mémoire individuelle qui nous soit propre. Je suis assez convaincue que quand on a accès à des vies antérieures, soi-disant, on a en fait accès au package de la bibliothèque et qu'on va s'identifier à quelque chose qui va nous revenir en mémoire. Et on va croire qu'on a vécu ça. Alors, puisqu'on est tous un, quelque part on l'a vécu. Mais ça n'est pas dit qu'au niveau atomique et de généalogie de l'âme qui s'incarne au niveau atomique, on soit vraiment dans une filiation atomique. C'est-à-dire que s'il nous revient à la mémoire une vie antérieure, ce n'est pas dit qu'au niveau atomique, on ait les mêmes atomes et les mêmes généalogies d'âme que le souvenir de cette vie antérieure qu'on va avoir. Il se peut qu'on ait le souvenir de vie antérieure de quelqu'un d'autre, entre guillemets, même si c'est pas possible non plus à mon avis, mais ça nous appartient pas à nous vraiment précisément.
Bon, ça c'est une théorie, je ne peux pas dire que ce soit un fait, c'est mon intuition, voilà. Après, vous pouvez écouter BDM aussi sur ce sujet-là, je dirais qu'il est assez approchant de cette approche-là. Voilà, il est assez approchant. Même s'il a d'autres termes et si on peut le comprendre différemment, je trouve que c'est assez proche de ce que je viens de dire là. Bon, c'est un peu dérangeant au niveau de l'identification, parce que c'est vrai qu'on aimerait bien se dire qu'on a une filiation d'âme, qu'on poursuit un cursus personnel. Mais vraiment de plus en plus, je suis convaincue qu'on ne poursuit pas un cursus personnel. C'est-à-dire que quand on s'incarne, oui, il y a cet aspect, on suit plusieurs classes, mais en fait c'est comme si on était dans une banque, un peu comme KissKissBank, ou comment c'est quand on fait un pot entre amis là sur internet et que chacun met un peu d'argent. On participe au truc collectif, ça serait un peu ça. C'est-à-dire qu'un être humain, il va prendre une année universitaire. Mais aujourd'hui, on croit que l'être humain a une âme qui prend plusieurs années universitaires à la suite des autres. Moi, je penserais plutôt qu'en fait, un être humain, il va prendre une année universitaire et quand il aura fini son année universitaire, c'est-à-dire quand il va mourir, il va donner ça au plan akashique global. Même s'il y a une filiation quelque part qui peut laisser entendre qu'il y a une âme qui suit un cursus bien particulier qui lui est propre. L'un n'empêche pas l'autre. Comme dit Niels Bohr, le contraire d'une vérité stupide, c'est une aberration, et le contraire d'une vérité intelligente, c'est une vérité intelligente. Voilà. Bon. Donc l'un n'empêche pas l'autre sur certaines fréquences. C'est-à-dire que sur une fréquence, ça va pouvoir être vrai qu'il y a une âme, c'est-à-dire une partie de mémoire de l'Akash qui suit un cursus universitaire d'année en année, mettons, mais sur un autre plan, non. Le cursus universitaire soi-disant de l'âme individuelle, il va être collectif. Je suis plus sur ce plan de compréhension, même si je ne renie pas le plan de compréhension subséquent et en dessous. Mais je m'y attache moins, du coup, je me détache du fait de l'identification à l'âme, parce que je comprends de plus en plus que l'âme est appelée à disparaître. Donc si on s'identifie à quelque chose qui est appelé à disparaître, du coup, où est l'éternité TH, ETH, je parle pas d'une autre éternité. L'infinité, oui, du coup, on peut pas la toucher, l'infinité. Parce que si l'âme est appelée à disparaître, si le monde des âmes est appelé à se vider, ce qui est déjà annoncé dans la Bible, par exemple, mais ce qui est de plus en plus expliqué par les gens qui sont connectés au supramental, c'est-à-dire que la roue karmique, à un moment, elle doit s'arrêter. C'est ce que dit le bouddhisme aussi. La roue karmique est censée s'arrêter à un certain moment. Si la roue karmique s'arrête, alors donc pour ces âmes-là qui font des cursus universitaires individuels, si on est sur ce plan inférieur, là, entre guillemets inférieur, de compréhension, à un moment donné, les âmes finissent par terminer leur cursus. Donc, à un moment donné, si plein d'âmes finissent par terminer leur cursus, elles finissent la roue des incarnations. Là, on reste sur le cursus universitaire de l'âme individuelle. Et pourquoi pas, oui, tout à fait. Je pense que ça peut être tout à fait possible dans une certaine approche fréquentielle du phénomène. Donc, les âmes terminant leur cursus, y arrivent un bout du bout. C'est-à-dire que quand elles terminent leur cursus, elles ne reviennent pas dans le monde des âmes. Elles passent à un autre plan, donc au plan de l'esprit. Et là, c'est autre chose. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est le diplôme, fusion avec l'esprit. C'est-à-dire qu'à un certain moment, sur ce plan, donc, entre guillemets, inférieur, le cursus individuel de l'âme se termine, le diplôme est obtenu parce que l'être humain fusionne avec l'esprit. Et se débarrassant ainsi de tout le mémoriel collectif et individuel de son âme, il va totalement être en communication directe avec l'esprit et ne plus avoir besoin de se référer à des vies antérieures, à ce que pense la masse des humains incarnés. Il va être totalement autonome et totalement libre de ce que pensent les autres, de ce qu'il a vécu dans son passé unique ou multidimensionnel, peu importe. Il va se libérer de tout ça.
et ça va être du direct, ça va être du direct. Donc il aura accès à ce moment-là à toutes ses facultés cérébrales. Il y aura donc des voiles qui seront levés puisqu'il sera plus prisonnier de sa mémoire. Donc les voiles de la mémoire seront levées, parce que c'est ça, le voile, c'est la mémoire. Et c'est le voile de l'âme, c'est le voile du monde des âmes. Et quand on est attaché à l'aspect des vies antérieures, on est prisonnier du monde des âmes, on est dans la fascination, on est dans une espèce d'hypnose qui peut être saine à un moment, parce que ça nous ouvre sur des choses qui sont au-delà de la matière. Donc quelque part, c'est un moment transitoire qui est important, qui est de valeur et qui est sain. À partir d'un moment, il faut passer à la marche au-dessus. Voilà, c'est-à-dire passer au plan supérieur, de vibration supérieure. C'est-à-dire se débarrasser du mémoriel, donc des voiles, pour accéder au plan de l'esprit. Enfin, on n'accède pas au plan de l'esprit, c'est le plan d'esprit qui descend vers l'humain quand l'humain a fait du ménage dans son mémoriel. Voilà. Donc, c'était pour préciser un petit peu ça par rapport à l'âme et l'esprit. Bon, il y a l'âme et l'esprit qui est la différence entre l'âme et l'esprit qui est vraiment bien expliquée par Bernard de Montréal. Je vous invite à vous y référer. Il raconte sûrement pas la même chose que moi, parce qu'on ne s'est pas forcément attaché à développer les mêmes aspects des choses, mais vous vous y retrouverez. Je ne me trouve pas en contradiction avec ce qu'il dit. Ce qu'il dit est bien plus riche, bien plus poussé, parce qu'il est totalement, lui, fusionné avec le supramental. Enfin, totalement, il ne l'est pas totalement, il ne l'a pas été totalement, mais on peut considérer qu'il l'était totalement. Deux vérités contraires ne sont pas forcément des aberrations. Voilà. Il avait une partie encore qui était donc matérielle, donc c'était obligé qu'il était encore dans un ego inférieur pour pouvoir interagir avec les autres. On ne peut pas interagir avec des humains qui sont encore perdus dans l'inconscience si on n'a pas encore une part de participation à ça. Mais je dirais que 98% de son mental inférieur était débarrassé du mémoriel et donc pouvait laisser passer le canal au supramental descendant. Seulement, comme l'a vécu Bernard de Montréal, il ne l'a pas cherché à ce que ça descende, c'est-à-dire en essayant de monter par des méditations, par des exercices rituels, je ne sais quelle chose qu'on peut faire en ésotérisme, qui sert à pas grand-chose dans le réel, qui sert dans l'illusion, ça sert de faire des méditations et tout ça, des rituels. Dans l'illusion, ça sert à supporter la souffrance que crée l'illusion, et puis à se donner des petites bouffées d'oxygène où on trouve des petits paradis, des petits nirvanas et tout ça. Mais dans le réel, ça sert à rien. C'est-à-dire quand on a compris que tout ça, c'est encore de l'illusion, eh bien on s'en débarrasse. Et plus on se débarrasse de toutes ces petites pelures d'oignon d'illusion, même du super spirituel, qui est encore de l'illusion, encore des pelures d'oignon, eh ben, on est comme Bernard de Montréal, mais lui, c'est vrai qu'il ne s'est pas débarrassé des pelures d'oignon avant d'être assailli par la pression du supramental. Lui, par contre, c'est clair qu'il a vécu un truc super violent, qui était physique. Et après ça, il a vécu 10 ans de souffrance. Parce qu'il a dû faire l'intégration de cette espèce d'infusion qui lui a été imposée et qu'il n'a pas demandé. Et après seulement une période de 10 ans d'intégration de tout ça, il a pu commencer à parler et à être efficace dans sa parole. Même s'il a commencé à parler avant, c'était encore un petit peu chaotant. Après, c'était efficace. C'était vraiment du direct. On passait très peu par l'astral. Il y avait très peu de coloration astrale, de coloration akashique et tout ça. Donc quand vous écoutez Bernard de Montréal, évidemment, vous êtes aujourd'hui dans les trucs les plus récents, dans de l'esprit pratiquement pur, quoi. Voilà. Bon, on me demande, certaines personnes me demandent, ah oui, qui succède à Bernard de Montréal? Mais personne. Personne ne peut succéder à ça. C'est comme un tronc, il peut pas avoir, enfin ça arrive des fois qu'il y a un deuxième tronc qui se forme à côté si vous lui coupez la tête au tronc. Mais si un tronc se développe normalement, ce qui a été le cas de Bernard de Montréal, il va fabriquer des branches. Et puis des sous-branches, et des sous-sous-branches, etc., et des brindilles, et des ci, et des là, et ensuite il fabriquera des feuilles. Voilà. Les feuilles, c'est l'aspect le plus, le plus infime et le plus léger de la communication supramentale que nous, humains, pouvons développer avec l'esprit. C'est-à-dire que quand on est une feuille
supramentale, on va avoir des communications avec l'esprit, mais qui sont très colorées par l'astral. C'est pas grave. C'est un super début, quoi. C'est magnifique déjà, quoi. C'est bon, il y a de la coloration d'ego, évidemment, il y a de la coloration de mémoire, il y a des attentes. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît effectivement que c'est une feuille et que c'est pas la brindille au-dessus. Quand c'est la brindille au-dessus, au-dessus de la feuille, on se rend compte déjà qu'il y a beaucoup moins d'attentes. Il y a beaucoup moins de recherches à sauver le monde, il y a beaucoup moins de recherches à vouloir enseigner, il y a beaucoup moins de recherches à vouloir être reconnu. Voilà, déjà ça enlève les pelures d'oignon. L'arbre c'est un peu comme un oignon du coup. Et quand vous remontez de la brindille à la petite branche qui est au-dessus, c'est encore un niveau au-dessus, sans qu'il se montre supérieur ou qu'il ait des effets de supériorité par rapport à la feuille ou à la brindille entre les deux. Voilà, on est dans un être humain qui a une communication supramentale qui est encore moins colorée par l'astral et par donc le monde de la mémoire, de l'âme qui est miroir, qui est moirée. Donc l'âme est moire, c'est un moire, c'est-à-dire un miroir. Et cette incarnation humaine n'est plus tellement colorée par le monde de la mémoire. Et plus vous remontez comme ça, c'est-à-dire plus l'être humain s'est débarrassé de ce qui l'encombre au niveau de son passé déjà de vécu unique, mais aussi de son passé de vécu de la cache, du monde de la mort, quoi, en fait, des âmes et tout ça, quand il est plus à rechercher quelles ont été ses vies antérieures, quand il est plus à rechercher des identifications, des réponses à ses questions, quand il est plus à rechercher qui il est, comment il pourrait découvrir ses pouvoirs, toutes ces questions que se posent aujourd'hui les humains, voilà. Quand il est plus dans ses recherches, dans ses attentes et dans cette interrogation de qui il est encore plus libéré de la mémoire. Voilà. Il est juste là. Des fois, ça arrive. Ouais, ça m'arrive des fois, c'est super rare. Je me dis, pouf, je suis juste là, j'attends rien d'autre, quoi. Mais ça, c'est super rare, quoi. C'est pas installé du tout, quoi. Un être qui commence à être une branche au niveau de l'arbre, il est installé là-dedans. C'est-à-dire, il est juste là. Il sait qui il est, puis il cherche rien d'autre, quoi. Donc, quelqu'un qui est à ce niveau-là, quand il parle, il est déjà plus dans le supramental et moins dans la mémoire de l'âme, dans l'astral. Il est déjà beaucoup moins pollué, moins coloré, il a déjà plus épuré, comme on dit. Il a déjà plus avancé dans le phénomène de l'épuration. L'épuration, c'est pas quelque chose qui est négatif et effrayant, c'est le fait de se débarrasser de ces valises, quoi, du passé, qu'elles soient sur un passé unique ou sur un passé akashique. Voilà. Et quand on arrive de plus en plus à se débarrasser de ça et à être plus dans la recherche identitaire ou de la reconnaissance ou des attentes de survie ou des attentes des choses que l'être humain cherche partout dans la spiritualité et dans l'ésotérisme, hein. Donc dans tout ce qu'on peut voir, je ne vais pas citer toutes les branches de l'ésotérisme et de la spiritualité, mais il y a toujours cette recherche de survie. Quand une branche n'est plus, quand un être humain n'est plus en recherche de survie, c'est une branche déjà. Voilà. Il a compris que il n'a pas besoin de survivre parce que de toute façon il est ce qui est. Il est l'esprit, il est déjà plus l'esprit. Il n'est pas peut-être complètement l'esprit dans son corps, parce qu'il y a toute la transmutation des cellules à faire, tous les engrammes à nettoyer, parce qu'au niveau cellulaire aussi, il y a un gros boulot à faire. Au niveau atomique aussi, il y a un gros boulot à faire. C'est-à-dire, au niveau moléculaire, cellulaire et atomique, il y a beaucoup de travail à faire aussi. C'est pas que mental, c'est pas que cérébral, c'est pas que des concepts à mettre en place dans la tête. C'est aussi un travail à faire dans ses cellules et dans ses atomes. Et ce travail, on le fait par la souffrance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'esprit nous envoie des chocs, comme dit Bernard de Montréal, des chocs, voilà, des chocs émotionnels, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vit des épreuves, qu'on a des merdes dans la vie, que les choses s'enchaînent et que ça coule pas de source, que tout est compliqué et qu'il faut se prendre la tête, et là on souffre. Et c'est là que le mental inférieur peut participer, l'ego peut participer en disant oui, je comprends pourquoi je vis ça, c'est compliqué, c'est difficile, je souffre beaucoup, mais je vais traverser ça. Je vais pas chercher à être victorieux, je vais juste chercher à le traverser. Le traverser et puis c'est tout. C'est-à-dire y survivre, entre guillemets, arriver au bout de ça. Parce que quand on vit une épreuve, quelquefois on a l'impression que le monde nous tombe sur la tête et que tout est fini, que tout est perdu, qu'on est foutu, qu'on va pas s'en sortir, que c'est la catastrophe de l'humanité. Enfin bon, on a l'impression qu'on a tout le poids du monde sur les épaules et qu'on va pas y arriver. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai.
On va y arriver. Seulement, il faut se dire, je dois traverser ça. Et je dois accepter que ça fasse mal. Parce que quand ça me fait mal, c'est là que mes cellules et mes atomes sont en train de se débarrasser des engrammes mémoriels. Et alors, quand le mental égo se dit, quand je souffre et que j'accepte la souffrance, j'arrête de lutter, je flotte à la surface de l'eau au lieu de me débattre en train de me noyer, pouf, j'arrête de lutter, au lieu de me noyer, je remonte à la surface et je flotte. J'attends que ça passe, je souffre évidemment parce que c'est un mauvais moment, quoi. Je suis quand même dans l'eau là, en train d'avoir froid, etc. Je suis pas en train de me noyer, mais par contre je suis toujours dans l'eau, quoi. Toujours la souffrance est toujours là, quoi. Mais je la traverse parce que je sais que du coup, en faisant ça, je lutte pas et je permets qu'en dessous, dans mon subatome et dans mes molécules, mes cellules et tout ça, la transformation se fasse. Et c'est quoi la transformation? C'est l'enlèvement progressif des mémoires. C'est ce qu'on appelle l'épuration. L'épuration, c'est un mot qui fait un peu peur, mais c'est juste ça. L'épuration, c'est juste ça. C'est cette transformation qui fait que quand on laisse la souffrance faire son travail, sans lutter contre elle, sans la refuser, et sans chercher à trouver des solutions à la souffrance, parce que quand on cherche à trouver des solutions à la souffrance, on lutte contre la souffrance et on l'empêche de faire son travail de transmutation. Donc quand on laisse faire la souffrance, je dis pas qu'on est là pour se laisser taper dessus, hein. Il faut aussi, ça c'est encore un autre sujet, hein. Il faut aussi, dans la transmutation, ne pas se laisser faire fait aussi partie du phénomène de transmutation et d'épuration des mémoires. Mais par contre, le moment qui est souffrance, lui, il faut l'accepter. Alors que par contre, il ne faut pas accepter d'un autre être humain de nous dominer. Donc c'est deux choses. On n'accepte pas qu'un être humain nous domine, donc on ne laisse pas faire ça, mais par contre le moment qui est en train de nous faire souffrir, on le laisse faire parce qu'on sait que dans ce moment-là, en même temps qu'on s'oppose en lutte, en combat avec la domination extérieure, ces deux choses juxtaposées et conjointes, concomitantes, dans le temps et dans l'action, vont permettre que la mémoire des cellules et des atomes se nettoie de la mémoire akashique et de la mémoire individuelle unique de l'incarnation présente. Et ça, c'est un boulot qui est énorme. Et bon, du coup, on était parti à parler de quelle est la différence entre l'âme et l'esprit. C'est qu'en fait, quand l'être humain vit ces souffrances-là et se bat contre la domination extérieure, il s'épure donc de la mémoire, de sa mémoire présente, d'incarnation, mais il va aussi se nettoyer des mémoires de la cache, c'est-à-dire de sa mémoire individuelle, de l'âme individuelle, mais de la mémoire collective, de l'âme collective aussi. Et plus il va se nettoyer, quand il va se nettoyer des mémoires de l'âme individuelle, pouf, 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 quand il a fait ce ménage-là, il va découvrir que, il est dans une âme collective. Et là aussi, il faut qu'il fasse le ménage de l'âme collective. Et là, c'est encore un autre boulot. Et quand il aura fait tout ça comme boulot, il pourra être plus proche du tronc. Alors, je dis pas que BDM, c'était forcément le tronc. Voilà. Aurobindo a peut-être été le tronc, parce que c'est lui qui a quand même initié la compréhension du supramental. Et à la limite, Aurobindo n'ayant pas pu faire le travail méga colossal qu'a fait BDM, on pourrait presque dire que Aurobindo, c'est cette partie de l'arbre qui a eu la tête coupée avant de pouvoir s'épanouir, et que du coup est poussé à côté un autre tronc, puisque ça arrive quelquefois que des arbres ne puissent pas déployer toute leur brancherie et toute leur feuillerie, ce qui a été le cas d'Aurobindo, bien qu'on puisse dire aussi Aurobindo, il a eu des successeurs, il y a Auroville, il y a tout ça, mais si vous allez à Auroville, vous vous rendez compte que bon, je veux pas généraliser, mais on y dort beaucoup, quoi. C'est un petit peu un rêve éveillé. On n'est pas vraiment dans le travail supramental tel que Bernard de Montréal le décrit. Donc je suis pas certaine, bon c'est peut-être une nécessité pour certaines personnes d'aller vivre ce qu'il y a à vivre à Auroville, je ne critique pas, ça fait partie encore des choses de l'illusion astrale, pour beaucoup, à moins qu'il y ait, je sais pas, des gens, ce qu'on en voit en tout cas, ça a l'air d'être un peu perché dans le genre New Age et tout ça. Peut-être qu'il y a parmi ces gens New Age des gens qui sont vraiment en compréhension du supramental et qui font le travail tel que Bernard de Montréal le décrit.
Je veux pas généraliser. Et puis peut-être que je me trompe aussi dans ma perception d'Auroville. Bon, je sais pas. C'est ce que j'en perçois, je me trompe peut-être. Mais bon, si c'est ça, effectivement, on pourrait dire que, si je me trompe pas, je veux dire, c'est qu'on pourrait dire que Aurobindo, du coup, il a eu la tête coupée, ça n'a pas pu se développer. Ou mettons que je me trompe et que du coup ça s'est quand même développé, mais d'une façon orientale, mettons. Et puis il y a eu une branche occidentale, enfin, ou un tronc occidental qui s'est développé avec BDM, c'est peut-être possible, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a deux perceptions de l'ésotérisme qui sont et orientales et occidentales. La branche occidentale est totalement inspirée de la branche orientale, ça on peut pas le nier, mais c'est vrai que la branche occidentale semblerait s'être détachée davantage, par le travail de BDM par exemple, de l'aspect mémoire akashique, de l'aspect nirvanesque, de la félicité dans le Brahman et tout ça. Ce qu'Aurobindo avait développé, que le Brahman devait s'incarner dans l'humain et être complètement efficace dans l'humain. Mais ça, moi j'ai un peu l'impression que la branche orientale a un petit peu abandonné ça et s'est perdue dans un objectif nirvanesque de fuite du corps humain. Ce qui n'était pas l'enseignement de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo disait que le Brahman était censé se réaliser dans l'humain et être capable de rendre l'humain divin. Voilà. Enfin, pour moi, l'œuvre de Sri Aurobindo, c'est ça. Maintenant, je ne sais pas trop comment ça se traduit du côté oriental finalement. Je ne peux pas non plus dire sans savoir. Ça a peut-être fini par faire des branches et des feuilles supramentales finalement dans l'esprit d'Aurobindo. Mais c'est vrai que la branche occidentale qui est celle de BDM, on n'en connaît pas d'autres, hein. Peut-être il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai que du coup BDM est tellement médiatisé qu'on sait qu'il peut représenter cette branche occidentale, enfin ce tronc occidental, qui est issu certainement des mêmes racines supramentales, parce que les racines sont supramentales. Et si ça se trouve, on a deux troncs qui sont subséquents et concomitants un petit peu, parce que bon, Aurobindo c'est pas si vieux, BDM c'est pas si vieux, ils ne sont pas forcément croisés entre guillemets au niveau du temps. J'ai pas regardé les dates de naissance et les dates de mort, mais bon, c'est pas bien différent dans le temps et l'espace, hein. Donc ils ont partagé en tout cas les mêmes racines supramentales et elles se sont développées différemment. C'est vrai que malgré tout, on pourrait penser que le tronc de Bernard de Montréal est quand même sorti du tronc de Sri Aurobindo, parce que Bernard de Montréal s'est beaucoup inspiré de l'œuvre de Sri Aurobindo. Et on retrouve beaucoup d'éléments du travail de Sri Aurobindo dans le travail de Bernard de Montréal. Donc évidemment, même si après, j'ai envie de dire que Bernard de Montréal a développé son propre réseau de racines supramentales qui lui était bien propre. S'il a eu une influence spirituelle de Sri Aurobindo, l'enseignement de Sri Aurobindo lui a été suffisamment bénéfique pour que du coup il développe ensuite ses racines à lui-même en tant qu'humain et qu'il fasse la fusion directe depuis les racines directes du sol. Tout ça c'est symbolique bien sûr, hein, c'est pas du sol de la terre, hein, c'est du sol du sol plus qu'atomique, quoi, voilà. Donc le sol atomique, il est au centre de l'atome, il est dans le milieu de l'atome et il est de l'autre côté de l'atome. Ça, c'est là où sont les racines supramentales. Les racines supramentales ne sont pas dans le cosmos, en regardant en l'air, en levant les yeux au ciel, bien qu'on les y trouve aussi, puisque dans le cosmos on trouve des atomes, et si on prenait un observateur de particules suffisamment puissant pour observer les atomes de Jupiter, par exemple, je prends cet exemple au hasard, c'est pas innocent bien sûr, bon, on observe un atome de Jupiter, et si on rentre au centre de l'atome, de cet atome de Jupiter, et si on va de l'autre côté, on est dans le supramental. Voilà. Mais si on fait la même chose sur un atome d'un morceau de caillou qui est par terre, on prend un atome, pouf, on regarde le centre et on est aussi dans le supramental. Donc il n'y a pas forcément nécessité à lever les yeux au ciel pour y trouver Dieu, entre guillemets. On le trouve aussi dans une pierre.
C'est ce qu'avait dit Jacob d'ailleurs, parce que quand il s'est endormi sur la pierre, il s'est rendu compte qu'en fait Dieu était dans la pierre. Bon, voilà. Les histoires autour de Jacob dans l'Ancien Testament sont très intéressantes pour la communication supramentale. Son combat avec l'ange notamment, qu'est-ce qu'il y a d'autre, son échelle de Jacob justement, quand il a fait la sieste sur cette pierre, et il a découvert qu'en fait Dieu était dans la pierre. Donc il n'avait pas encore le mot atome, mais bon, il avait compris la notion. Voilà. Et là, quand il a fait ce rêve-là avec l'échelle et les anges, il a compris que en fait, Dieu n'était pas dans le ciel en regardant en l'air. Il a eu cette compréhension, et ça, c'était il y a 6000 ans, quand même. Il y a 6000 ans, voilà. À peu près, à quelques milles, voilà. Voilà, tout ça pour dire, oui, effectivement, que l'âme est appelée à disparaître, c'est-à-dire que notre mémoire est appelée à disparaître. La mémoire collective comme les mémoires individuelles sont appelées à disparaître, et comme les mémoires individuelles sont quand même encore un peu vivantes, vibrantes, vibratoirement, elles voudraient se réincarner toujours parce qu'elles n'ont pas encore compris comment ça se passe. Donc elles veulent se réincarner, il y en a qui sont sur des plans qui sont très 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 faibles et qui sont en manque de sensations corporelles et qui quelquefois essaient de passer par l'intermédiaire des humains pour profiter encore de la sensation, du plaisir, de tout ce qui est du phénoménal physique, quoi. Donc c'est des plans vibratoires très très bas au niveau des plans de la mort. Et on pourrait croire qu'effectivement c'est vraiment vivant, que c'est vraiment réel. Enfin, c'est vraiment vivant, pardon. Mais on pourrait croire que c'est vraiment réel. Et ça ne l'est pas. En tout cas, ça a une réalité avec un petit r qui est provisoire. Mais ça n'a pas une grande réalité avec un grand R. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'avait compris Aurobindo et ce que développe donc Bernard de Montréal, c'est que l'âme est appelée à disparaître parce que l'être humain, à force de ces incarnations de l'âme, va finir par comprendre qu'il n'a pas besoin de la mémoire pour communiquer directement avec l'esprit. Mais tant qu'il est immature, il ne peut pas le comprendre. Et qu'est-ce que c'est que cette immaturité ? Elle se situe sur un plan atomique. L'immaturité, c'est pas une question mentale ou psychique, au niveau de l'écran mental qui est une illusion. C'est-à-dire que l'évolution atomique qui doit se produire ne se produit pas au niveau de l'illusion. Elle se produit vraiment au niveau du corps. C'est-à-dire que le corps, il vit longtemps dans l'illusion, de vie en vie, et présentement dans cette vie, il vit dans l'illusion. Il vit dans une projection mentale, dans ce qu'on appelle une image résiduelle, comme il est dit dans Matrix, quand Morpheus explique à Neo comment ça marche dans l'esprit. Donc il vit dans une image résiduelle, et dans plusieurs images résiduelles, qui sont des images de la réflexion. Le monde de la réflexion, c'est le monde de l'âme, de la mémoire et de la cache, donc c'est le monde de la réflexion. Mais ça, on est baigné dedans, dans la matière, et notre matière doit évoluer vers quelque chose d'autre. Donc cette évolution, c'est une évolution physique, c'est pas une évolution au niveau de l'image résiduelle. L'image résiduelle, c'est une image résiduelle, c'est une illusion, ça n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire que toutes nos fantasmagories, toutes nos croyances, toutes nos idéologies, c'est de l'image résiduelle. C'est-à-dire, c'est rien. Voilà. Donc la transformation, elle ne doit pas se passer au niveau du rien, elle doit se passer au niveau du corps. Atomiquement, cellulairement, moléculairement. Donc, l'histoire, j'ai perdu mon fil, je ne sais même plus où j'en suis, doit se passer donc une transformation au niveau atomique. C'est-à-dire que c'est les cellules, c'est les atomes qui doivent... ça y est, j'ai retrouvé le fil. En fait, le supramental, l'esprit, a l'intention, comme l'enseigne Sri Aurobindo, le Brahman a l'intention de s'incarner, pas complètement, mais le plus possible dans la matière. Il ne le peut pas parce que sinon il la fait exploser. Pour qu'il puisse, alors c'est un petit peu, je vais vous prendre un exemple comme l'image de, on va réduire beaucoup l'histoire. On a une capacité électrique avec les barrages, par exemple, qui a des accus. Les barrages ont des accumulateurs d'énergie. On va dire que ça c'est le supramental. C'est un petit peu réducteur, mais on va dire que c'est le supramental. Voilà. Mais le supramental, par exemple, le directeur du barrage, là, du supramental, il dit bon, c'est bien joli, on a un paquet d'énergie ici, mais va falloir la redistribuer parce qu'il y a des besoins partout dans le territoire. Voilà.
C'est ce que dit le supramental. Il dit il y a des besoins partout sur Terre, en puissance, en pouvoir créatif, etc., etc. Mais comment on fait pour distribuer ça? Ah, problème. Et bien le supramental, il a inventé l'âme. Il a inventé l'âme pour... donc il a inventé les transformateurs régionaux, territoriaux, pour pouvoir acheminer cette espèce d'énergie énorme. Et encore, il passe aussi par des centrales électriques avant. Bon, on va dire qu'à la limite, là, c'est l'âme collective. On a une âme collective à un central électrique que vous voyez quelquefois sur les bords des routes. C'est des espèces de petites usines où il y a des tas de fils et d'espèces d'échafaudages en ferraille qui condensent, qui accumulent l'énergie pour la redistribuer ensuite dans des autres petits transformateurs. Donc on va dire que ça, c'est l'âme collective. C'est la mémoire akashique. Et ensuite, cette mémoire akashique, elle envoie un petit peu moins d'énergie dans des petits transformateurs de la commune ou de la ville, etc., etc. Et ensuite, vous avez des transformateurs dans la maison. Et ça, on va dire que c'est les âmes individuelles. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des sas de décompression de l'énergie. C'est ça le problème du supramental. C'est distribuer l'énergie sans que ça explose partout et sans que tout le monde soit fumé. C'est-à-dire que si, depuis le barrage, on envoyait l'énergie, c'est-à-dire si on envoyait l'énergie du supramental à l'humain, ça serait un morceau de fumée et puis un morceau de cendre sur le sol. Voilà. Pour expliquer les choses brutes de pomme, c'est ça. Donc il faut des sas de décompression. Donc le supramental, l'esprit, le directeur du barrage, il a dit on va créer une âme collective, on va créer des âmes individuelles, de manière à redistribuer l'énergie pour qu'elle soit amenuisée et que l'être humain n'explose pas quand il reçoit l'énergie. Voilà. C'est un peu ça le principe de la chose, quoi. Donc, ce qui fait que cette installation s'étant déployée de millénaire en millénaire, la mémoire de la centrale électrique est devenue considérable, l'énergie est devenue considérable, les énergies des transformations communales sont devenues considérables aussi, et les énergies des individuels dans leur maison individuelle sont comme il faut, mais des fois il y a des pétages de plomb, des fois l'installation explose, ou bon, il y a le feu, des fois il y a des surtensions, puis ça marche pas bien, et puis les gens finissent en hôpital psychiatrique, voilà, c'est ça. La comparaison c'est ça, voilà. Ou alors ils se suicident, voilà. Les pétages de plomb de surtension électrique, ça finit par des suicides ou des internements en HP, voilà. Ou des gens qui sont malades nerveusement, voilà, qui peuvent pas arriver à s'en sortir parce qu'ils font des surtensions. Voilà, parce que vous avez des gens qui ont exploré l'ésotérisme et le spiritisme ou la spiritualité et tout ça, et qui ont explosé. Bernard de Montréal, ils ont capoté, voilà, ils sont devenus dingues, et puis voilà, ils n'ont pas supporté la pression électrique. Qui s'est posée sur l'image résiduelle. C'est-à-dire qu'ils ont eu des hallucinations, des visions, des ceci, des cela, et ils n'ont pas supporté. Voilà. Voilà ce que s'appelle la surtension électrique. Donc l'histoire de la transformation, c'est vraiment un phénomène physique qui doit donc se passer normalement dans la douceur, mais c'est pas toujours le cas. Pour que ça se passe dans la douceur, il faut que ça se fasse dans les règles. C'est-à-dire qu'il faut que les ponts de transition, des sas de décompression, soient respectés et que tout fonctionne bien. Des fois, il y a des couilles dans le pâté, comme on dit, ça fonctionne pas toujours bien, mais ça vient souvent de l'ego. C'est-à-dire que l'ego, il comprend pas, comme il comprend pas tout ça, tout cet ensemble, il veut utiliser la spiritualité, l'ésotérisme ou le spiritisme pour briller, pour être plus que les autres, pour être ceci, pour être cela, enfin bon, voilà. Et c'est là qu'il va faire des surtensions. En général, c'est là qu'il capote. Bon. Mais quand ça se passe mieux, eh bien, le supramental peut envoyer l'énergie par ses sas, donc le monde de l'âme collective, akashique, c'est génial. Le monde de l'âme intermédiaire des mondes des morts, c'est génial, même si des fois ça nous crée des problèmes, parce que quand vous faites du spiritisme, je vous garantis que vous comprenez que vous aurez mieux fait de faire autre chose. Donc ensuite, quand vous êtes au niveau de l'humain qui se comporte comme un lambda et qui s'occupe pas trop de tout ça et qui a quand même un petit peu de spiritualité, entre guillemets, pas trop colorée, ça peut se passer mieux. Voilà. Donc, l'esprit supramental envoie son énergie comme ça. Et quel est le phénomène qui se passe pour que un jour il puisse y avoir une connexion directe sans les intermédiaires
de la centrale énergie des transformateurs collectifs et des transformateurs individuels, eh bien, c'est un travail conjoint qui se réalise par les chocs émotionnels. C'est-à-dire que chaque choc émotionnel que reçoit un individu par son transformateur individuel va l'élever en vibration. C'est-à-dire qu'il va augmenter en taux vibratoire. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des merdes dans la vie. Quand vous comprenez tout le système, vous êtes content d'avoir une merde parce que vous vous dites là je vais pouvoir monter en vibration si je flotte et si je me débats pas dans l'eau. Donc il faut vraiment flotter. Donc vous vous dites oui ok, je vais accepter ce mauvais moment et je vais laisser faire la transmutation, etc. La transmutation, c'est la montée en vibration au fur et à mesure que de la mémoire se barre. C'est-à-dire c'est un principe de vase communicant. Moins vous avez de mémoire et plus vous avez de vibration. Donc voilà quoi, vous avez compris ce qu'il faut faire quoi. Donc plus vous allez avoir des chocs, plus vous allez monter en vibration. C'est pas, je veux pas dire plus votre vie elle est merdique et plus c'est génial, mais quelque part un peu. C'est pour ça que quand vous avez des gens qui disent pour moi tout va bien, je baigne et tout, je suis un grand gourou ésotérique, je gagne plein d'argent, je me dis oui mais la transmutation dans ça se fait pas beaucoup quoi, voilà. Bon, tout va bien, dans cette vie vous allez être un cador, mais au niveau du cursus universitaire de votre âme, vous n'allez pas beaucoup avancer dans l'apprentissage quoi, voilà. Et puis ça sera sûrement pas dans cette vie que vous allez fusionner, que vous allez enlever les intermédiaires de la centrale générale, des transformateurs intermédiaires, et que votre transformateur personnel va communiquer directement avec le supramental. C'est sûrement pas pour demain, voilà. Quand vous avez le compte en banque qui explose et que tout le monde vous admire de partout, bon, après vous avez BDM bien sûr qui avait certainement le compte en banque explosé, mais bon, il faisait régulièrement des chutes financières qui lui faisaient comprendre que il fallait qu'il rabatte son caquet, qu'il fallait qu'il souffre un peu pour continuer à monter quoi. Voilà. Cela dit, donc le supramental se sert de laquage collectif, donc de l'âme collective et des âmes individuelles dans le monde de la mort, pour nous créer des chocs. C'est-à-dire que quand on a des chocs en subséquent direct, c'est le monde de la mort qui nous les envoie. C'est les âmes qui nous créent des histoires à n'en plus finir, etc. Donc elles se nourrissent de ça parce qu'elles croient du coup qu'avec l'émotion que ça nous génère, c'est pour ça qu'on dit que les âmes se nourrissent de notre émotion, les morts se nourrissent de notre émotion. Oui, c'est vrai, parce qu'à ce niveau-là, elles participent à la diffusion de l'énergie descendante. Elles le savent pas vraiment, elles le comprennent pas vraiment. C'est pour ça que aussi quand on parle, on enseigne le monde des morts parce que on leur apprend qu'effectivement ils sont appelés à disparaître, mais c'est pas grave parce que ils vont s'incarner et puis ils vont faire un avec l'esprit de toute façon, puisqu'on est toujours un avec l'esprit de toute façon, quel que soit le temps et l'espace. Donc dans chaque atome, on est un avec l'esprit. Donc quelle que soit notre place dans l'univers, on est un avec l'esprit. Et dans le centre de notre atome se trouve l'origine de l'univers. Alors je te dis de notre atome, mais on en a plusieurs. Mais si on prend qu'un seul atome en nous, se trouve l'origine de l'univers. Si vous prenez n'importe quel point dans l'espace, quand vous regardez avec les télescopes, vous y voyez le Big Bang. Vous tournez le télescope ailleurs, vous y voyez le Big Bang. Vous le tournez à 360 degrés en bas, vous y voyez encore le Big Bang, et etc., etc. Donc c'est pareil dans l'atome, c'est pareil. Voilà, c'est le même principe. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, principe hermétique fondamental. Donc, quand on est emmerdé, entre guillemets, dans la vie, on est subséquemment emmerdé par le monde des âmes, qui se nourrissent de nos émotions. Alors, vous avez les ésotériques qui sont concentrés sur ce petit truc-là, sur ce focus-là, et qui disent « Mon Dieu, les âmes, c'est l'horreur, elles nous font vivre un enfer, il faut se battre contre l'astral. » Alors du coup, c'est des chevaliers contre l'astral, c'est des anti-astral, c'est des anti-ceci, anti-cela. Ils se battent contre le monde des ténèbres, tout ce qu'on peut donner comme appellation au monde astral, qui est subséquent au monde des humains. Et là, ils sont bloqués là-dessus. Et évidemment, là, ils y restent un moment, quoi. Bon. Et ils souffrent beaucoup. C'est-à-dire qu'au lieu de flotter à la surface de l'eau, ils se débattent. Ils disent l'astral c'est méchant, l'astral c'est méchant, l'astral c'est méchant, il faut combattre l'astral, c'est ça. Bon, voilà, on n'arrive à rien. Bon, quand quelqu'un commence à comprendre que l'astral c'est pas si méchant, parce que l'astral, le bas astral qui est subséquent à le monde de la matière, il est un peu inconscient. Il comprend pas tout ça. Il faut lui expliquer.
Donc, quand il vous fait souffrir, c'est un peu comme Jésus qui dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Voilà. Donc, on ne peut pas leur en vouloir, parce qu'en même temps, ils jouent leur rôle, ils font ce qu'on leur a demandé de faire. Parce que c'est l'esprit supramental qui a demandé que ce soit comme ça. Et jusqu'à ce que l'humain le comprenne et l'explique au monde astral. C'est-à-dire que quand l'humain commence de plus en plus à se libérer de sa mémoire, il y a des petits filets directs, alors pas des gros, hein, parce que des fois, il y a des petits filets qui passent comme ça du supramental à l'humain, mais pas complet, hein, parce que sinon ça serait fumée, cendre sur la terre, plus personne. Donc il y a des petits filets qui font que des fois il y a des compréhensions, on a des fulgurations, je sais pas, vous pouvez sûrement le constater en vous-même, des fois vous avez un truc qui vous arrive, chouk. Alors ça peut être astral, mais ça peut tout aussi bien être supramental. Vous ne pouvez pas savoir. Mais vous n'avez même pas à chercher à savoir, peu importe. Que ce soit astral ou supramental, ça va vous servir à quelque chose, ça ne vous est pas envoyé pour rien. Au pire, si c'est astral, c'est du haut astral. C'est certainement pas du bas astral, parce que le bas astral, ils n'y comprennent rien. Bon, voilà. Donc, vous avez des fulgurances comme ça vous arrive. Je sais que ça vous arrive. Moi, ça m'arrive plein de fois, et je rencontre des gens, ça leur arrive plein de fois, et je suis sûre qu'il y a plein de gens, ça leur arrive, et ils n'osent pas le dire. Parce que l'être humain, il est petit, il veut rester petit, il croit qu'il est rien, il croit qu'il est personne, voilà. Bon, ben ça, va falloir que ça change aussi. Bon. Donc, il y a aussi un phénomène. Alors ça, c'est des fulgurances, c'est rare, et c'est très subi, et ça ne dure pas. Par contre, il y a un phénomène auquel j'ai donné le nom de capillarisation parce que ça ressemble beaucoup à ce que fait le développement des vaisseaux sanguins ou le développement du système nerveux. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'audio de BDM sur le système nerveux. Ça m'a aidé à beaucoup comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Ça s'appelle la capillarisation. C'est-à-dire qu'au niveau physique, ce qui se passe, c'est qu'on développe un système de distribution dans le corps, dans les cellules, de l'énergie. On a déjà des centres d'énergie, mais ces centres d'énergie, ils sont reliés au supramental, mais ils ne peuvent pas diffuser l'énergie supramentale pour cause de risque d'explosion. Donc, bon, après, vous avez des tas de gens qui vont vous dire oui, mais ça ne tourne pas dans le bon sens, il faut remettre les chakras à l'endroit, ceci, cela. Pourquoi pas, hein, moi je rentre pas dans ces trucs-là. C'est pas mon rayon, on dit. Moi, je travaille sur autre chose. Mais c'est deux vérités qui ont de la valeur, sont deux vérités, même si elles sont contradictoires. BDM a un terme qui est contradistinction. Et ben je trouve ça génial. Ça veut dire que c'est pas tout à fait contradictoire, c'est juste une distinction qui rend les contradictions complémentaires. Bon, voilà. Donc, si vous voulez remettre vos chakras en place, je pense que ça peut pas vous faire du mal. Voilà. Moi, je ferais peut-être bien de le faire aussi, mais bon, je m'occupe pas trop de ces choses-là. Ça viendra peut-être, parce qu'il y a un temps pour tout. Pour le moment, je m'occupe des trucs de compréhension. Voilà. Comment est-ce qu'on peut comprendre le phénomène global pour arriver à l'accepter et le laisser faire. Parce que le problème avec l'ego, c'est qu'il laisse pas faire. Il y a un processus qui est censé se produire, mais l'ego, il lutte. L'ego, il veut pas. Mais l'ego, il veut pas parce qu'il n'y a pas de la bonne volonté, et voilà, parce qu'il comprend pas ce qui doit se passer. Quand il aura compris qu'il faut qu'il arrête de nager dans l'eau pour pas se noyer, et qu'il va arrêter de se débattre, il va flotter. Voilà. Mais pour le moment, l'ego, il ne sait pas toute cette histoire-là du supramental jusqu'à l'humain et de cette nécessité de diffusion d'énergie et de capillarisation pour justement l'acheminement de l'énergie dans le corps, parce que l'acheminement de l'énergie dans le corps individuel, c'est comme l'acheminement de l'énergie dans tous les humains, ou comme l'acheminement de l'électricité depuis le barrage jusqu'à la maison. Dans l'humain, c'est pareil. C'est-à-dire que pour recevoir l'énergie depuis nos centres chakras, qui sont reliés au supramental, il faut qu'on développe un système capillaire du même type que le système nerveux et le système sanguin. Mais c'est sur un autre plan que le système nerveux et le système sanguin. Mais le système nerveux y participe énormément et le système sanguin aussi, forcément. Mais cette capillarisation dont je vous parle ici, c'est une capillarisation qui est du type sur une fréquence qui n'est pas la fréquence du système nerveux et du système sanguin, mais qui fonctionne selon la même logique. C'est-à-dire que dans des corps subtils, on doit développer
des systèmes de diffusion d'énergie, ou plutôt comment dirais-je, de captation d'énergie, qui vont être le reflet de notre capacité moléculaire à recevoir l'énergie. Voilà. En gros, c'est ça. Là, je suis un peu perdue parce que du coup, j'ai encore jamais exploré cet aspect des choses-là et je connais pas trop. Et ça vient comme ça. Mais bon, dans le corps, il y a une nécessité à faire une traduction. Voilà. Ça s'appelle le transformateur en électricité. On sait ce que c'est. Hein. Voilà, quand on a étudié un petit peu la physique, on sait qu'un transformateur, il est là pour convertir une énergie trop puissante en une énergie moins puissante pour que l'appareil qui reçoit l'énergie n'explose pas. Voilà, sinon, s'il y a une surtension, ça grille la prise ou ça vous explose votre appareil. Hein. Vous savez bien, quand la foudre vous tombe sur la maison, tous vos appareils électriques sont fusillés, vous pouvez les mettre à la décharge et puis en acheter d'autres. Voilà. C'est un peu pareil. Donc, quand ce supramental-là veut communiquer son énergie à ce sur quoi il s'est incarné, parce que nous sommes les incarnations du supramental, mais la matière dans laquelle il s'est incarné, il a mis que très peu d'énergie dans la matière. Très très peu. Donc du coup, la matière, elle est presque impuissante, quoi. Ce qui fait qu'effectivement, on est limité, on est mortel, enfin des tas de choses comme ça, qui font que la vie humaine, c'est quand même très embêtant, quoi. Voilà. Mais c'est pas censé durer. C'est pas censé durer. C'est-à-dire que pour le moment, on peut pas avoir plus de capacité. Parce que si on avait plus de capacité, on mourrait tout de suite. Voilà. Pour faire clair, c'est ça. En plus, si on avait plus de pouvoir aussi, puisque ça intéresse beaucoup de gens, si on avait plus de pouvoir, qu'est-ce qu'on en ferait ? Vous avez par exemple la série qui s'appelle Powers. Vous en avez voilà ce qui se passerait si effectivement les gens étaient en communication directe avec le supramental sans exploser, si c'était possible. Mais de toute façon, ce n'est pas possible. On ne peut pas recevoir l'énergie du supramental si on n'a pas fait un nettoyage mémoriel. Et ce nettoyage mémorial inclut la notion de la bonne volonté et du bien global. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas recevoir de l'énergie supramentale si vous allez en faire un mauvais usage. Voilà, il y a une protection. Ça s'appelle, comment ça s'appelle un onduleur. Voilà, en électricité on appelle ça un onduleur. Il y a une protection, il y a un petit barrage là qui fait que si jamais vous allez mal utiliser l'énergie, l'onduleur, il bloque l'énergie, ça passe pas. Voilà. S'il y a une mauvaise intention derrière, ça passe pas. Il y a le système de protection. Voilà. Donc avec le supramental, ça marche pareil. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez d'abnégation, de reniement de soi dans le sens de vouloir être reconnu, de vouloir briller, de vouloir avoir de la richesse, de vouloir tout ce que les humains ils veulent quand ils sont un peu inconscients. Si vous êtes dans cette situation-là, vous n'aurez pas de supramental qui va venir vous visiter, quoi. Voilà. Par contre, si vous commencez à vous détacher du besoin de reconnaissance, à vous détacher du besoin de survie du corps, si vous commencez à vous détacher des attentes vous avez raison, toutes sortes de choses comme ça, mais qui tournent un petit peu autour de ces trois sujets, survie, avoir raison et briller. Avoir raison et briller, c'est un peu pareil, mais il y a quand même des nuances, parce que des fois, on essaie de briller et puis on cherche pas forcément à avoir raison, mais dès que quelqu'un nous contredit ou quoi, on va chercher à avoir raison. Voilà. Bon. Et puis, de toute manière, on va chercher à faire survivre le corps. Bon, évidemment, il faut prendre soin du corps pour que l'expérience puisse se poursuivre, il faut prendre soin de son corps dans ce but-là, mais pas dans le but de je veux survivre, je veux survivre, je veux survivre. Où il y a encore où je veux créer une œuvre qui survive à ma mort, ou que des trucs comme ça, enfin bon, toutes les aberrations des attentes humaines. Mais moins vous avez de ça, du coup, l'onduleur, il va laisser passer l'énergie supramentale. Et là, du coup, vous allez avoir accès à plus de compréhension, ce qui va permettre que le phénomène puisse se passer dans de meilleures conditions, et puisse se passer tout court. Et plus vous allez comprendre le processus global et l'attente globale du supramental, son objectif, et plus vous allez vous laisser faire.
plus vous allez vous dire, ben oui, mais je suis d'accord, mais c'est franchement sympa comme idée, quoi. J'y avais pas pensé, oui, ben oui, forcément, on était tellement focusé sur notre petite personne et puis sur le monde des âmes que on n'a pas vu qu'il y avait des intentions, une volonté qui était bien plus colossale et bien plus intelligente, quoi. Donc du coup, quand on commence à comprendre que la souffrance, ça a une utilité et que le monde des âmes subséquent au monde de la matière est utilisé pour nous faire chier, pour qu'on arrive à un moment donné à dire aussi, les chocs, ça vient aussi des conflits. Donc les conflits qu'on a, c'est parce qu'on s'est laissé dominer. C'est pas on nous a dominés, c'est on s'est laissé dominer. Voilà. Donc on commence à sortir de cette illusion-là, de se laisser dominer pour ne pas se faire d'ennemis, de se mettre en sécurité, parce que si on fait des ennemis, on n'aura peut-être plus de maison, on n'aura peut-être plus de voiture, on n'aura peut-être plus de salaire. Voilà. Faut pas se faire d'ennemis dans la vie. Voilà. Faut arrondir les angles, faut dire oui à tout le monde, parce que sinon on a des vengeances, on a des licenciements, des ceci, des cela. Bon, quand on commence à sortir de la crainte de ça, on commence à comprendre que la domination, c'est pas une fatalité, que ça vient de nous. Vous avez un gars qui s'appelle, je sais plus, Edgar Bory, non pas Edgar Bory, Bory, mais son prénom je sais plus parce que je confonds avec Edgar Morin qui est très bien aussi. Roland Gori, ou Bory, bref. Il a une vidéo sur YouTube qui s'appelle La fabrique des imposteurs. Alors il vous fait l'apanage de l'horreur que c'est de se faire dominer. Et puis à un moment un seul, il dit, puis il développe pas là par contre, mais quand même, il le dit, à un moment un seul, si on est dominé, c'est parce qu'on le veut bien, c'est une commande que l'on fait à l'univers en quelque sorte, quoi, voilà. On demande de la domination. Donc il dit, il n'y aurait pas de domination s'il n'y avait pas de demande. Bon, c'est dit. Même s'il ne développe pas l'idée et qu'il repart dans les récriminations du système des méchants qui exploitent les autres, il a quand même dit le truc, quoi. À un moment donné, il l'a dit, ça a duré 50 secondes, grand maximum. Je pense qu'il n'a pas utilisé plus de temps, certainement moins, mais il a quand même dit la chose. Donc voilà. Donc si on est dominé, c'est parce qu'on le veut bien, qu'on en a besoin, pour développer, pour souffrir, et pour développer cette fameuse capillarisation atomique, cellulaire, qui va permettre l'acheminement de l'énergie. Donc, et à un certain moment, il y a un stade où la première étape de capillarisation atomique va nous faire passer à un autre stade où pour passer à une capillarisation plus petite, plus fine, c'est un peu comme le tronc, les branches et les feuilles, etc. C'est-à-dire qu'il y a une capillarisation vulgaire, on va dire, c'est le tronc. Là, on prend la même image pour illustrer quelque chose de différent, mais on est dans la masse, on s'identifie à la masse, on fait comme tout le monde, du coup on se soumet à tout le monde, on dit oui à tout le monde, on est l'esclave de tout le monde, et on souffre énormément, et là on capillarise au niveau du tronc. Et puis à un moment, on se dit mais il y en a marre, quoi. Il y en a marre de se laisser bouffer, quoi. Et là on va capillariser au niveau des branches, et on va commencer à dire non. Quand on commence à dire non, au niveau du processus d'évolution supramentale, d'évolution humaine, on commence à développer des branches pour diffuser l'énergie des centres des chakras. Et quand on commence à dire non, ces branches-là, elles commencent à diffuser plus d'énergie supramentale. Mais c'est tout en douceur, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ça explose aussi à ce niveau-là. Voilà. Et quand on a commencé à bien dire non, etc., on va ensuite commencer à se débarrasser. Et là, on fabrique les sous-branches. Et dans les sous-branches, on va commencer, mais c'est subséquent aussi, c'est concomitant, les branches et les sous-branches, ça se développe un peu en même temps. C'est-à-dire qu'on continue à dire non quand on commence à se débarrasser de la mémoire. On continuera toujours à dire non, et de plus en plus d'ailleurs, quand plus on va se débarrasser de la mémoire, et plus on sera capable de dire non, forcément, parce qu'on aura de plus en plus de puissance et d'autorité, d'identité, de certitude, et du coup d'énergie. Ça va ensemble, voilà. L'énergie pourra passer davantage, puisqu'il y aura moins de mémoire et moins de domination. Et petit à petit, plus on dit non et moins on est dans la mémoire, on va développer des feuilles. Et les feuilles, ça va être les actions créatives.
on va être de plus en plus créatif, on va de plus en plus savoir exactement ce qu'il faut faire au bon moment, et du coup ça va tomber pile poil et ça va réussir. Je parle pas de réussite financière ou de réussite médiatique ou de réussite à la con, je parle de réussite d'identité. C'est-à-dire je suis vraiment là où je dois être, ça correspond vraiment à ce que je suis content d'être là où je suis content de faire ce que je fais. Ça c'est de la créativité. Peu importe où je suis, peu importe ce que je fais. Et j'ai pas besoin d'être célèbre, j'ai pas besoin d'être riche. C'est pas ça la réussite. Voilà. La réussite c'est je suis à l'endroit où je dois être et j'y suis bien. Et là je sais vraiment qui je suis. J'ai pas de conflit à l'intérieur, je suis pas en train de me dire mais qu'est-ce que je fous là, je suis avec qui là, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, j'ai rien à foutre ici, j'ai rien à faire de ça. Ça n'existe plus quand vous êtes dans les feuilles du processus. Voilà. Et plus les humains vont développer ce tronc, ces branches et ces feuilles de créativité, plus l'énergie du supramental, du barrage, va pouvoir se diffuser. C'est ça ce qu'on appelle la capillarisation. C'est-à-dire que le tronc, les branches, les feuilles, c'est un système capillaire qui se développe au fur et à mesure des chocs émotionnels qui sont provoqués par le monde de l'âme, mais qui sont voulus par le supramental. Parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de diffusion possible de l'énergie supramentale. Voilà. Et plus les humains vont comprendre ça, vont être amenés à la compréhension de ça, ou vont la recevoir directement, peu importe. Et plus il y aura d'humains qui réaliseront ça. Et donc qui arrêteront la roue karmique. Et si la roue karmique, elle finit par s'épuiser, eh ben, ça va vider le monde des âmes. Tout simplement. C'est-à-dire que l'objectif du supramental de diffuser l'énergie sur Terre ayant été atteint, ben, il n'aura plus besoin de la grosse centrale électrique, des transformateurs communaux, ni même du transformateur de la maison. Ça sera direct du producteur au consommateur, comme on dit. Voilà. Là, ça c'est l'énergie super bio, quoi. Hein, voilà. Ça sera pas de l'énergie locale, quoi, de la consommation locale. C'est direct du supramental à l'être humain. Voilà. Et c'est ce que Jésus appelait quand il disait à Dieu, soi-disant, ne faire qu'un. Il souhaitait que tous les humains ne fassent qu'un comme lui, il ne faisait qu'un avec cette énergie. Après, ça a été traduit, hein, tous ces trucs-là. Hein. Ça a été traduit à la sauce religion, quoi. La sauce religion, c'est la sauce domination. Donc forcément, on nous a servi ça sur un plateau pour nous dire vous êtes petits, vous êtes des merdes, vous avez besoin d'être rachetés par le sacrifice du Christ. Voilà, tellement vous êtes des merdes. Bon, ça, c'est de la sauce astrale. Hein. Bon. Maintenant, on arrive à le comprendre, mais on arrive difficilement à s'en libérer. Enfin, pour certaines personnes, c'est encore assez compliqué. Bon. On en a juste perdu de vue qu'en fait, Jésus, comme Bernard de Montréal, comme d'autres gens qui ont réussi la fusion, c'était juste un exemple. Un modèle, c'est tout. C'était pas un chef de file qui était censé créer une secte. C'est ce qui s'est passé, bien sûr. Bon, voilà. Avec plein de gens qui ont eu cette espèce de contact supramental, leur est survenu des sectes. Krishnamurti, par exemple, qui avait le contact supramental aussi, il a dû dissoudre l'ordre de l'étoile parce que c'était en train de devenir une secte. Tout le monde a été perdu après parce que ils étaient là avec, c'est notre gourou, c'est notre maître spirituel, mais ils disaient mais non, mais vous avez rien compris à ce que je vous raconte. Bon. Voilà. Heureusement, il y a des gens qui ont le contact supramental et qui ne tombent pas dans la mégalomanie et dans le star system. Krishnamurti en était un exemple. Voilà. Bon, il y en a eu comme ça des tonnes d'autres dont on n'a peut-être pas entendu parler parce que c'était pas médiatique, mais qui ont, je sais pas, par exemple Carlos Castaneda ou des gens du même genre. Enfin bon, dans différentes cultures, il y a toujours eu des gens qui étaient en contact avec le supramental. Après, Castaneda, il y avait du supramental, mais évidemment, il passait par l'astral, puisqu'il faisait du chamanisme. Le chamanisme, c'est du contact avec le monde de la mort. Donc, il était enseigné par le monde de la mort, peut-être par le haut astral, mais certainement par le haut astral, parce que les enseignements de Carlos Castaneda sont très élevé vibratoirement, donc il était certainement enseigné par le haut astral. Mais il faisait quand même du chamanisme, à ce que j'en sais, en tout cas, peut-être je me trompe, peut-être vous pourrez me corriger là-dessus, il me semble que Castaneda faisait du chamanisme. Qui c'est qui a aussi, là, qui a écrit les 4 accords Toltec, je me rappelle plus de son nom, c'est pareil, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui est dans le supramental, mais qui passe par l'astral. Mais peu importe,
peu importe, c'est juste que le niveau de transformation vibratoire n'est pas suffisamment élevé, mais c'est pas grave, c'est pas une critique. C'est un processus qui va prendre du temps. Et quand je vois des commentaires sur les réseaux du supramental, oui, mais ce que tu dis, c'est de l'astral. Ah je vois pas trop comment ça peut être autre chose. Hein. Il faut arrêter de se mordre la queue, quoi. Ça, on peut pas faire autre chose que de l'astral. On est dans la mémoire. On s'imagine qu'on est dans le supramental et qu'on va sortir des trucs supramentales tout le temps, à tous les bouts tout bout de champ. Mais c'est pas possible, mes amis. C'est pas possible. Forcément que c'est toujours astralisé ce qu'on raconte. Là, ce que je vous raconte, c'est astralisé. Je suis pleine de mémoire, je suis pleine d'attentes, je suis pleine de peur, de ceci, de cela. Mais forcément, je suis manipulée par l'astral. Mais il suffit de le savoir, quoi. Il faut pas s'en étonner. Il faut pas dire « Ah, ce que tu dis, c'est astral. » Alors, en plus, c'est complètement dans l'ego. C'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison, quoi. C'est parce que si vous donnez tort à l'autre, même si vous dites pas « Moi, j'ai raison », quand vous donnez tort à l'autre, c'est parce que vous avez envie d'avoir raison. Quelque part. Sinon, vous n'allez pas donner tort à l'autre. Quand vous êtes au courant de ce qui se passe du barrage jusqu'au transformateur de la maison, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « Ce que tu dis, c'est astralisé. » Ou alors, c'est que vous n'êtes pas au courant. Être au courant, c'est quand il y a un petit peu d'énergie de l'intelligence supérieure qui passe. C'est-à-dire que vous êtes au courant, ça veut dire que vous avez l'information dans sa globalité. Quand vous dites à quelqu'un ce que tu dis, c'est astralisé, de toute façon ça sert à rien, c'est que vous n'êtes pas dans l'information globale. Vous êtes dans un focus juste sur un plan du processus. C'est-à-dire que vous êtes dans l'idéal, vous êtes encore plus dans l'astral que celui qu'on vous critiquez, je vous le dis comme ça. Vous êtes encore plus dans l'astral parce que vous êtes coincé dans un idéal, c'est-à-dire dans une méga attente de la perfection, de communication avec le supramental. Mais ça, c'est pas pour demain, mes amis. C'est pas pour demain. Il faut vraiment se faire une raison, parce que quand vous êtes dans cette recherche-là, je veux absolument être fusionné maintenant, là, tout de suite, là. Je veux ça tout de suite, là. Et puis l'autre, là, quand il raconte des trucs, là, il est astralisé, là, c'est pas bien, là, il a une paille dans son, c'est quoi, dans l'œil? Paille dans l'œil? Ah oui, il a une paille dans son œil, là. T'as vu, il s'est astralisé, ce qu'il raconte. Ah là là, la vilaine paille, ah, c'est moche. Bon, on connaît la suite, hein. Au lieu de regarder la paille que t'as dans l'œil du voisin, il faut vraiment regarder la poutre que t'as dans le tien, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'est ça le problème. Mais c'est pas une critique non plus. Parce qu'à ce moment-là, je suis la personne qui regarde la paille qu'il y a dans votre œil en vous disant vous êtes en train de critiquer la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Bon, c'est juste une constatation. Essayez de prendre conscience que il y a un phénomène global qui demande des sas de décompression. On ne peut pas recevoir le supramental d'un seul coup, sinon on explose. Donc on est obligé de se contenter pour le moment du haut astral ou du moyen astral. Voilà. Et c'est pas mal non plus. Castaneda, il s'en plaignait pas. Le mec qui a fait les accords Toltec, il s'en plaignait pas. Et c'est super efficace. C'est nécessaire. C'est même plus que bien, c'est nécessaire. Voilà. Et quand vous avez des gens qui vous disent des trucs, qui vous envoient le fruit de leurs recherches, de leurs explorations, et que vous leur dites oui mais c'est astralisé. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être dans la destruction? Alors que vous avez en face quelqu'un qui essaie de construire, qui essaie lui-même de comprendre une globalité et de vous en faire partager les fruits. Moi là je comprends pas. Enfin si, je comprends qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris, c'est tout. Essayez de prendre du recul. Voilà. Essayez de regarder le barrage, la centrale électrique de transformation importante, les transformateurs déjà importants qui sont dans les communes, et ensuite les transformateurs qui sont dans les rues, parce qu'il y en a aussi dans les rues, qui sont hors commune, enfin voilà, qui sont vraiment dans les rues, et après ça distribue moins fort dans les maisons. C'est ça la globalité du supramental. Voilà. Et quand quelqu'un ici dans une maison a une information depuis son petit transformateur de maison et qui vous la partage sur Facebook, et quand vous lui dites oui mais t'es astralisé, c'est-à-dire vous êtes en train de lui dire oui mais tu reçois ton énergie là du transformateur de la rue là, ou alors tu reçois ton énergie du transformateur de la commune. Oui, et alors c'est quoi le problème? C'est tout à fait naturel. Bon,
Il n'y a pas de problème là-dedans. Moi, je ne le vois pas en tout cas. Voilà. Vous êtes en train de saper une bonne volonté et vous faites du mal parce que vous ne comprenez pas la globalité. Vous faites du mal dans le sens où vous vous entêtez à vouloir réaliser un idéal en vous-même que vous voulez imposer à quelqu'un d'autre. Déjà, vous pourrez pas l'imposer à l'autre parce que l'autre, il a son propre cheminement et ça le regarde. Vous n'avez pas effouré votre nez. Et puis vous, pendant que vous faites ça, vous avancez pas dans votre compréhension globale. Et du coup, la fusion, elle n'est pas près d'arriver. Vous vous retardez en fait. Quand vous allez critiquer l'autre, vous vous retardez vous-même dans votre propre fusion avec le supramental. Alors c'est quand même dommage. Voilà. Bon, c'était tout. Oui. Et puis donc, oui, le monde des âmes, ça va se vider parce que de plus en plus de gens, c'est ça aussi qu'il faut accepter. C'est que quand on se regarde les uns les autres sur les réseaux sociaux du supramental, il y a plein d'intelligences qui fourmillent. Mais on est toujours en train de se regarder, là, oui, lui, il s'est enseigné, lui, il est dans l'astral, c'est astralisé ce qu'il dit, ceci, cela, machin. On se regarde comme ça, comme un chien de faïence. Voilà. C'est pas l'esprit supramental, ça. Ça, c'est l'esprit astral. Se comparer, se jauger, se juger, se dire moi je suis plus, toi t'es moins, ceci, cela, ou l'autre il est mieux que toi, ou ce que tu racontes c'est du n'importe quoi, tu cherches qu'à te faire mousser ta personne. Je vois des tas de trucs là qui m'ont, mais ouh là là, mais je dis mais qu'est-ce que c'est que ce fatras d'astralisation quoi. Ils sont en train de dire t'es astralisé, mais ils sont eux-mêmes encore plus astralisés parce que l'astralisation elle fonctionne sur la critique, sur la comparaison. L'outil de l'astral, c'est la domination. Et quel est l'outil de la domination? C'est la comparaison, c'est la compétition. Donc se regarder, se comparer les uns les autres, c'est de l'astralisation. Voilà. Si on arrive à comprendre ça, on va pouvoir l'observer en soi sans se juger, parce que sinon on tombe dans son propre piège. Il ne faut pas se juger, il faut se dire juste, je fais ça. Alors soit j'essaye de briller, on se voit, j'essaye de briller. Ou soit je critique parce que du coup je veux donner tort à l'autre, donc quelque part j'essaye de briller aussi. Quand je donne tort à l'autre, j'essaie d'avoir raison. Même si je donne pas de contre-argument, il suffit que je dise t'as tort, puisque t'es astralisé, t'as forcément tort, donc j'ai forcément raison. Même si je le dis pas, c'est ce que je cherche à démontrer. Il faut arriver à s'observer là-dedans, dans ce jeu qu'on essaie d'imposer à l'autre. C'est le jeu de la domination. J-E de la domination. C'est je domine. Voilà. Il faut s'observer quand je domine. Et puis quand on observe quelqu'un qui essaie de nous dominer, il ne faut pas se laisser faire. Ça fait partie des branches de l'arbre. Et ensuite, on s'attaquera à la mémoire, quoi. Et pour le moment, on n'y est pas encore parce que quand on essaie de comprendre le processus dans sa globalité, on va aussi essayer de le comprendre dans ses particularités. On va s'attacher à ce point-là, on va focuser là-dessus, et puis on va peut-être y passer du temps. Donc on est dans la connaissance. On n'est pas dans le savoir supramental, on est dans la connaissance. On est là à rechercher. On cherche à comprendre. Et qui je suis, et comment ça marche, et comment ceci, et comment cela. Bon, mais c'est pas grave, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Donc quand on est dans la recherche de connaissances, c'est de l'astralisation, oui, mais il faut que ça soit de l'astralisation, c'est nécessaire, il faut en passer par là, il ne faut pas refuser à son ego de comprendre comment ça marche. Parce que s'il ne comprend pas comment ça marche, l'ego, il ne va pas arrêter de se débattre dans l'eau. Quand il aura compris comment ça marche, l'ego, il arrêtera de se battre dans l'eau. Et il pourra commencer à flotter. Et à laisser la transmutation, le processus se faire. Parce qu'il aura une compréhension globale de la chose. Et du coup, il va pouvoir flotter et les choses vont pouvoir se passer. Il sera toujours dans l'eau, il y aura toujours la souffrance. Toujours un inconfort. Mais il va flotter. Donc il ne se noie pas. Voilà les amis. L'objectif, c'est de ne pas se noyer et puis d'arriver à bien vivre dans ce bain humain qui est la mer humaine. Sachez que dans les significations symboliques, la mer signifie la masse de l'humanité. Donc nous sommes en plein dedans, au milieu de l'océan, là, et il faut arriver à l'objectif de flotter. Et bon courage à nous.